Nous avons décidé de consacrer notre première audition en réunion plénière, depuis le dernier renouvellement sénatorial, à Édouard Durand. Magistrat, plus précisément juge des enfants, il est un interlocuteur privilégié et fidèle de notre délégation depuis de nombreuses années. Nous l'avons entendu sur tous les sujets concernant les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants et la protection de l'enfance. Depuis plus de 2 ans maintenant, il est le coprésident avec Nathalie Mathieu de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, plus connue sous le nom de Ciivise. Cette commission a été installée le 11 mars 2021. Cher Édouard Durand, nous nous sommes rencontrés au cours des travaux de la mission d'information du Sénat sur les violences sexuelles sur mineurs en institution, dont j'étais co-rapporteur aux côtés de Marie Mercier, notamment, qui maintenant a rejoint la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. À l'époque, nous avions volontairement décidé de ne pas traiter des cas d'inceste. Notre mission concernait en effet les infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions. Or, nous le savons, la majorité des violences sexuelles sur mineurs sont commises dans le cercle familial. L'installation en 2021 de la Ciivise était donc bienvenue. L'objectif était double. D'abord, mieux connaître et faire connaître l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants. Ensuite, formuler des recommandations pour mieux prévenir les violences sexuelles, mieux protéger les enfants et lutter contre l'impunité des agresseurs. Pour ce faire, la priorité était de recueillir des témoignages de victimes. Le travail que vous avez mené est de ce point de vue titanesque et salvateur. Le Tour de France de la Ciivise a été libérateur pour beaucoup de victimes, une main tendue qui permet de déposer son fardeau, comme le soulignait l'un de vos nombreux témoins. Nous savons d'ailleurs qu'il y a encore une grande attente de la part des victimes. Après avoir reçu plus de 11 000 témoignages, la Ciivise avait rendu au mois de mars 2022 des conclusions intermédiaires et formulé 20 préconisations. Son rapport final et ses préconisations, après 3 années de travail, seront rendus publics le 20 novembre prochain. Nous n'attendons bien évidemment pas de vous que vous nous dévoiliez en avant-première les conclusions de ce rapport, mais que vous nous dressiez un bilan de ces 3 années et que vous indiquiez les raisons pour lesquelles vous pensez aujourd'hui qu'il est important de poursuivre le travail dans le cadre de cette commission. Cher Édouard Durand, je vous laisse sans plus tarder la parole, mais pour autant, je vais déjà formuler une petite question issue de débats que nous venons d'avoir. Dans votre présentation, pourrez-vous nous dire quel est le ministère qui vous finance, quel est le budget, parce que c'est le moment où nous pouvons agir sur le budget, et donc une question a été posée, ce serait bien de façon pratique de nous en donner cette réponse. Donc, cette question ajoutée, je vous laisse sans plus tarder la parole. Nous pourrons ensuite engager avec l'ensemble des membres de la délégation ici présents un échange. Je rappelle à toutes fins utiles que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle et qu'elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Cher Édouard Durand, à vous. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur, je suis honoré évidemment et la Ciivise est honorée que vous lui consacriez cette première audition plénière à l'ouverture de vos travaux de la délégation après son renouvellement, et je suis d'autant plus confus d'arriver en retard ayant pensé que vous m'attendiez à 9h30 et non à 9h. Veuillez m'excuser, je suis absolument navré de ce retard. C'est un grand honneur et un grand réconfort, Madame la Présidente, que vous et vos collègues ayez pensé qu'il était utile de débuter vos travaux avec quelques mots de la Ciivise sur les enfants violés. Et pendant le temps que nous aurons consacré à cet échange, 20, 30 enfants auront été violés et agressés sexuellement. Car toutes les 3 minutes, un enfant est victime de violences sexuelles. Merci donc du temps que vous consacrez à la Ciivise.
j'espère qu'en 2024 et en 2025, vous aurez l'opportunité de recevoir encore les femmes et les hommes qui en seront membres, si elle n'a pas disparu. Permettez-moi, avant d'entrer vraiment dans mon propos, de dire à quel point je suis heureux de rester fidèle à la délégation aux droits des femmes du Sénat pour tous les travaux que vous menez depuis si longtemps. Et permettez-moi aussi de dire le plaisir de vous voir à cette place de présidente. Permettez-moi enfin de saluer très chaleureusement Madame la sénatrice Annick Billon, aujourd'hui vice-présidente de la délégation, qui l'a présidée pendant longtemps et avec beaucoup d'énergie et d'engagement, comme vous le faites aujourd'hui. Chère Annick, je vous redis toute mon amitié et ma fidélité. Le 23 janvier 2021, le président de la République a pris la parole publiquement et s'est adressé à tous les hommes, à toutes les femmes qui avaient été victimes de viols et d'agressions sexuelles dans leur enfance, d'inceste particulièrement. Et il leur a dit « On vous croit et vous ne serez plus jamais seuls ». Et c'est en prononçant ces mots qu'il a désigné Nathalie Mathieu et moi-même pour piloter ce que nous appellerions plus tard la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Dans un moment social assez particulier dont vous vous souvenez très bien, qui est la publication par Camille Kouchner du livre La Familia Grande. Il faut que des voix autorisées s'élèvent de temps en temps pour que nous voulions bien accorder un peu d'attention aux enfants invisibles. 160 000 enfants, chaque année, sont victimes de violences sexuelles dans notre pays. Mais ces enfants ne sont pas dans les tribunaux. Ils ne sont pas dans les hôpitaux. Ils ne sont pas dans les services sociaux. Ils y sont naturellement. Mais nous ne reconnaissons pas qu'ils sont des enfants victimes de violences sexuelles. Ces voix autorisées, comme au début du mois de septembre, Emmanuel Béard, comme Eva Thomas, comme Christine Angot et d'autres, permettent que de temps en temps, la société et les pouvoirs publics accordent un peu d'attention aux violences sexuelles faites aux enfants victimes et aux agresseurs. Il s'agit d'une réalité si terrifiante que nous préférons ne pas la prendre en compte, ne pas la voir. Des recherches scientifiques montrent que les agresseurs, les pédocriminels, peuvent faire jusqu'à 150 victimes enfants dans leur carrière d'agresseur. Les pédocriminels qui agressent préférentiellement des garçons peuvent faire jusqu'à 150 victimes. Les pédocriminels qui agressent préférentiellement des filles peuvent faire jusqu'à 60, 80 victimes. Et lorsque le pédocriminel n'a pas une multitude d'enfants dont il peut prendre position, mais un enfant dans le cadre clos de la maison familiale, alors il peut commettre jusqu'à 2000, 3000 viols. Nous avons reçu ces témoignages et j'ai à l'oreille les paroles de ces hommes et de ces femmes qui disent « Un viol tous les matins, après le petit déjeuner, avant d'aller à l'école. Si je compte, ça fait 3000 viols. Si je compare à la réparation que j'ai obtenue, ça fait 30 € le viol. » Nous vivons dans ce monde-là. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons toujours tendance à oublier que dans la violence, il y a de la violence. Que ce mot n'est pas seulement une idée,
que la réalité est de l'ordre de la destruction physique de la personne, du petit bébé qui revient de la maternité, des adolescentes et des adolescents qui rentrent à la maison. Un témoin de la civisme disait qu'après chaque viol, son beau-père lui brûlait la langue avec une cigarette. Comment mieux dire « tu ne dois pas en parler ». Lorsque nous sommes allés à Fort-de-France, une personne en réunion publique a témoigné en disant qu'elle ne connaissait pas son père et que, à l'âge de 8 ans, 10 ans, elle a été reconnue par son père et que ça a été une grande joie de sa vie. Moi aussi, j'ai un père. Et qu'elle était heureuse. Et qu'elle est partie en vacances avec son père pendant 2 semaines. Et qu'il l'a emmenée dans une maison isolée, dans la nature, une maison vide et abandonnée, qu'il l'y a laissée seule pendant 2 semaines et qu'il venait chaque jour lui apporter de l'eau et du pain et un viol. Et ces enfants continuent de vivre. Ils deviennent des adultes. Parfois, ces adultes ne peuvent pas sortir de chez eux. Lorsque nous avons fait la réunion publique à Lille en janvier 2021, il y avait une dame qu'à la Civis nous appelons la dame en rose, parce qu'elle avait un grand manteau rose, et qui a pris la parole en disant « C'est la première fois depuis plusieurs années que je sors de chez moi. Et j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres, accompagnée de ma fille, et je suis sorti pour venir témoigner à la Civis. » D'autres peuvent sortir de chez elles ou de chez eux et vont travailler. Et un homme m'a dit en audition individuelle, « Mon patron a le même parfum que mon agresseur. À chaque fois que je suis avec mon patron, je revis les viols. » Et ceci s'appelle les reviviscences traumatiques. Mais je ne peux pas dire à mon patron qu'il doit changer de parfum. Peut-être que je dois arrêter de travailler. Évidemment, ces personnes auront la retraite que vous imaginez. Les soins leur coûtent des dizaines de milliers d'euros, alors que ce sont des soins qui ne peuvent pas les soigner, puisque la plupart du temps, ce ne sont pas des soins spécialisés du psychotraumatisme. Le coût social pour la société tout entière est de 9,7 milliards d'euros par an. Nous l'avons démontré dans l'avis que nous avons publié le 12 juin 2023, le coût du déni. 9,7 milliards d'euros séparés, le coût pour les dépenses publiques, essentiellement pour l'État et la sécurité sociale, un tiers pour les dépenses immédiates de santé, de police de justice, 2 tiers pour les conséquences à long terme, et ces conséquences à long terme, ce sont les conséquences individuelles et sociales des conséquences sur la santé pour les victimes. Ce que Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État et qui fut président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, a appelé à juste titre l'empêchement d'être, ce que la Civis appelle le présent perpétuel de la souffrance. Alors, ayant dit que l'impunité
des violeurs d'enfants coûte près de 10 milliards d'euros par an aux dépenses publiques de l'État, je peux dire que le budget qui a été donné à la Ciivise est de 4 millions pour les 2 années initiales de son mandat. Et c'est un effort qui est un effort réel. La Ciivise n'a jamais été instituée pour, à elle seule et par elle seule, régler la totalité des problèmes contenus dans le vocable violence sexuelle faite aux enfants. Pendant 3 ans, les 3 ans qui iront jusqu'au 31 décembre 2023, nous n'aurons pas épuisé la totalité du budget qui nous aura été confié parce que la Ciivise est une institution responsable et économe, que nous aurons dépensé près de la moitié du budget qui nous est alloué, moins même. Veuillez m'excuser d'être encore assez imprécis sur le fléchage des dépenses. Nous sommes sous la tutelle des ministères sociaux, puisque l'initiative de cette commission revient au mérite d'Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, en août 2020, puis en janvier 2021. Nous sommes rattachés à la Direction générale de la cohésion sociale et au secrétariat général des ministères sociaux. À ce jour, nous avons recueilli près de 30 000 témoignages. Il y a dans ce pays 5,5 millions de femmes et d'hommes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, et notamment d'inceste. 1 personne sur 10. 30 000 témoignages. Dans des réunions publiques exceptionnelles d'intensité et de dignité, dans les auditions individuelles, par téléphone, par mail et sur notre questionnaire en ligne. Et des personnes nous disent, quelques semaines après leur audition, j'ai obtenu la réparation que j'ai attendue toute ma vie. Et un jour, le 21 juin dernier d'ailleurs précisément, c'était la fête de la musique, je rentrais chez moi à Paris, le soir, et je croise un couple, un homme et une femme, qui m'interpellent. J'étais au téléphone avec une collègue membre de la Ciivise. Et le monsieur me dit, 60, 70 ans, il me dit « J'ai été auditionné par une de vos collègues il n'y a pas longtemps. » Et il me raconte, et je comprends en l'écoutant qu'il a été auditionné par la collègue avec qui j'étais en train de parler au téléphone. Je lui dis « Mais je suis avec elle. » Il m'attrape le bras et il me dit « Dites-lui qu'elle a changé ma vie. » Voilà ce que fait la Ciivise. Évidemment, c'est une mission qui nous dépasse totalement. Nous l'ignorions. Mais voilà ce que fait la Ciivise en votre nom, en notre nom à tous. Restituer la légitimité des enfants anéantis par la violence. Je voudrais dire 2 ou 3 autres choses, si vous me le permettez. Nous avons montré dans notre avis du 21 septembre 2023 ce que vous savez déjà, la violence sexuelle est un anéantissement de l'être. Une négation. La violence est toujours une négation de l'être. Et une négation de la légitimité du langage. Même quand elle passe par le sexe, la violence dit toujours « tu m'appartiens ». Pour sortir du néant, il faut un tiers qui dise « la loi interdit la violence ». Un tiers qui dise « je te crois, je te protège ». Dans cet avis du 21 septembre 2023, nous avons montré que 8% des enfants victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire presque aucun, lorsqu'ils révèlent les violences sexuelles, obtiennent cette réponse « je te crois, je te protège ».
cette réponse qui s'appelle un soutien social positif. Dans 92% des cas, la réponse est de l'ordre du soutien social négatif ou de l'absence de soutien. Le soutien social négatif, c'est « je te crois ». Et le néant. Rien. Lorsque l'enfant révèle des violences à un professionnel, dans 60% des cas, le professionnel ne fait rien. L'absence de soutien social, c'est tu mens. Une victime nous disait, lorsque je suis sortie de la chambre de mon grand-père, j'ai dit à ma grand-mère ce qu'il me faisait. Elle m'a donné une paire de gifles et elle m'a dit « Tu ne fais plus partie de cette famille ». Alors, évidemment, nous ne ferions pas comme ça. Mais il doit y avoir des gens qui le font, puisque presque tous les enfants se heurtent à un second anéantissement. On dit qu'un juge ne devrait pas dire « Il faut dire aux victimes de violence, je te crois ». Pourtant, la raison le commande. La raison même le commande. Toute autre attitude est contraire à la raison. Le risque que nous courons n'est pas d'inventer des victimes. Il est de laisser passer sous nos yeux, au tribunal, à l'hôpital, au Sénat et ailleurs, des enfants victimes sans les protéger. Il est de dépenser chaque année 10 milliards. Pourquoi ? Parce que nous avons des principes. Nous disons aux enfants victimes, nous voudrions bien te protéger, mais nous avons des principes. La neutralité, primum non nocere, la présomption d'innocence. Je suis juge. Qui, ici, dans cette salle, porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence moins que moi? Personne. Il structure mon être même de magistrat. Mais il ne faut pas mal l'interpréter. Si 3% des mises en cause pour viol sur mineurs sont condamnés, c'est que nous vivons dans un système d'impunité. Pourquoi maintenir la Civise? Premièrement, parce que l'affaire dont j'ai parlé, le livre dont j'ai parlé, qui a donné lieu à la Civise, eh bien, il y en aura une autre dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Dira-t-on, nous allons créer une commission? Elle existe. Pourquoi maintenir la Civise? Parce qu'elle répond à un besoin individuel pour chaque personne et un besoin social. 30 000 témoignages, c'est un mouvement social. C'est l'expérience d'un collectif. Pourquoi maintenir la Civise? Parce que les 160 000 enfants victimes chaque année, ce ne sont pas 160 000 affaires privées. C'est un problème d'ordre public, un problème de santé publique. Pourquoi maintenir la Civise? Parce que, comme le dit Charles Péguy, le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Parce qu'il est beaucoup plus commode de faire comme si les enfants mentaient, comme si les mères manipulaient les enfants, comme si les médecins voulaient s'immiscer abusivement dans l'intimité des familles.
Moi, j'ai accompagné un médecin devant une chambre disciplinaire. Et j'avais honte. Honte d'appartenir à un groupe humain qui envoie des injonctions paradoxales. Vous pouvez nous faire confiance, chers petits-enfants. Dites-nous si vous êtes victime de violences sexuelles. Mais nous ne vous croirons pas. Et vous, les mères, vous devez protéger vos enfants. C'est l'étymologie même de ce mot qui vous désigne. La confiance. Mais si vous révélez les violences que vous révèle votre enfant, nous vous dirons que vous êtes aliénante. Vous avez sans doute vu cette vidéo du docteur Gartner, ce psychiatre qui a inventé le concept d'aliénation parentale. Il le dit devant le monde entier comme témoin. Si un enfant dit à sa mère « Papa me viole », la mère doit gifler son enfant et lui dire « Ne parle pas comme ça de ton père ». Si elle va au commissariat, au tribunal ou ailleurs, il faut la mettre en prison. Alors je vous dis, cette jeune fille sort de la chambre de son grand-père, elle dit à sa grand-mère, voilà ce que fait mon grand-père, la grand-mère gifle sa petite fille et lui dit, tu ne fais plus partie de cette famille. Vous êtes choqués? Mais si vous recevez à ma place quelqu'un qui vous dira, je pense que le docteur Gartner a bien fait d'inventer le concept d'aliénation parentale car les mères mentent. Et qu'il avait raison de dire, si un enfant sort de la chambre de son grand-père et dit à sa grand-mère, voilà ce que me fait grand-père, cette grand-mère a raison de gifler sa petite fille et de lui dire, je ne veux pas que tu parles comme ça de ton grand-père, il faut choisir. Charles Péguy encore dit, le monde sera jugé sur ce qu'il aura considéré comme négociable ou non négociable. Toute la question est là. Et en effet, toute la question est là. Qui voulons-nous protéger? Et si ce sont les enfants, alors faisons en sorte que cela se voit plus clairement. Car ce n'est pas une question de prise de conscience individuelle, la prise de conscience a eu lieu. C'est une question de politique publique. Le repérage des enfants victimes, le traitement judiciaire, la réparation incluant le soin et la prévention, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, une politique publique. De quel côté de la frontière sommes-nous? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est difficile de reprendre la parole après un tel exposé. Donc, avant de donner la parole aux collègues qui l'ont déjà demandé, et je propose aux autres de se signaler si ils souhaitent poser des questions. Ma première question, ce sera... ma première remarque, je dirais, ou question, c'est quand vous dites qu'une absence de réponse, c'est dire « tu mens », n'est-ce pas aussi dire « mais c'est normal, en fait », vu comment les choses sont banalisées? Oui, Madame la Présidente, vous avez absolument raison et je vous remercie de formuler la question de cette manière aussi clairement. Qu'est-ce que le déni? Et votre question pose la question du problème du déni. Qu'est-ce que le déni? Le déni, c'est « ça n'existe pas, ça n'est pas vrai, ça n'est pas grave, ça ne nous regarde pas, ça n'a pas de conséquences, ce n'est pas si fréquent ». C'est vrai qu'aujourd'hui, la société a évolué et que nous ne disons pas « ça n'est pas vrai, ça n'existe pas ». Nous disons « c'est vrai, ça existe ». Nous avons une idée
plus ou moins confuse, mais une idée de ce que représentent 5,5 millions de victimes. Nous avons une idée de ce que veut dire 160 000 enfants victimes chaque année. Et nous avons, lorsque je vous ai dit ces témoignages, pardon de l'avoir fait, mais ils disent ce qu'est la réalité. Et quand je suis certain, quand j'ai prononcé ces mots, vous avez eu une image dans la tête de ce que ces mots veulent dire. Ce n'est pas pour rien que Christine Angot dit au sujet de son œuvre « Je veux que les mots soient visibles ». Mais l'idée s'effrite devant chaque enfant réel. L'idée générale disparaît, ne tient plus devant chaque enfant réel. Pour la raison que vous venez de dire, Madame la Présidente, qui est la raison fondamentale. Nous disons, mais ce n'est pas si grave. Nous disons au contraire, mais repérer les violences, poser la question des violences aux enfants, c'est encore pire que les violences elles-mêmes, parce que ça va les traumatiser. Alors que c'est un déterminant majeur de santé à l'âge adulte. Et nous ne posons pas la question des violences, donc nous soignons autre chose que ce qui cause la souffrance. Et oui, ce que vous dites est crucial, Madame la Présidente. Purement pratique, le budget, quel ministère ? Notre budget est, pour notre budget de fonctionnement, 4 millions d'euros sur le budget des ministères sociaux, la Direction générale de la cohésion sociale pour les dépenses concernant l'action de la Civise, par exemple la recherche experte que nous avons menée sur le chiffrage du coût annuel des violences sexuelles faites aux enfants, eh bien, a été confiée à des experts et sur le budget de la Civise, dans le budget de la DGCS. Nos dépenses d'organisation, de fonctionnement, aller faire une réunion publique à Fort-de-France ou à La Réunion ou à Toulouse, c'est le secrétariat général des ministères sociaux. Et l'équipe permanente de la Civise, les coprésidents, le secrétaire général, les rapporteurs, tous les emplois de l'équipe permanente ont une prise en charge avec un caractère un peu interministériel compte tenu de l'objet même de la mission de la Civise. La plupart des emplois sont assumés par les ministères sociaux, certains le sont par le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale. Je me permets de dire à ce sujet que la Civise n'occupe l'espace institutionnel d'aucune autre institution. Elle ne double pas, elle ne copie pas un schéma institutionnel ou des missions institutionnelles déjà remplies par ailleurs. Elle occupe un espace institutionnel un peu inédit, mais légitime, pour une mission inédite qu'aucune autre institution n'a remplie jusqu'à ce jour, et il serait surprenant que cela change. Je vais maintenant donner la parole aux collègues qui l'ont demandé par ordre. Marie-Pierre Monnier, Laure Darcos, Annick Billon, Colombe Brossel et Marc Laménie. Donc Marie-Pierre Monnier. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est très dur. Je reprends vos mots, chère Présidente, de prendre la parole après vous, Monsieur le juge. Merci à la délégation d'avoir organisé cette audition. Vraiment, et bravo pour ce que vous faites. À travers vos propos, c'est au-delà de l'émotion, c'est une reconnaissance de violences faites aux enfants qui n'est pas faite dans notre monde. Vous avez dit, nous avons un engagement politique à prendre pour que cela soit reconnu et que des préconisations qui, j'ai bien compris, arriveront après, soient prises.
Et je m'engage pour mon groupe, mais je pense que nous serons nombreux et nombreuses ici à soutenir votre action et à porter votre voix et la voix de ces enfants qui sont victimes au sein du Sénat. Donc, j'ai bien compris dans vos propos que vous demandez le maintien de la Civize, et sachez que vous avez mon soutien et notre soutien globalement, et on verra si on peut, à l'occasion du PLFSS ou PLF, si on peut aussi voir le côté financier de la chose. En septembre, votre collègue coprésidente Nathalie Mathieu est intervenue en Drôme, dans mon département, et lors d'un colloque sur l'inceste organisé par l'association Chrysalis, et qui rassemble des administrateurs ad hoc. Et à cette occasion, les acteurs et les actrices de terrain présents ont unanimement affirmé combien le travail du Civize est précieux. Et je suis convaincue que nous devons être toutes et tous à vos côtés pour que votre action s'inscrive vraiment dans la durée. Ce premier rapport est un choc. Un travail dans la durée permettra vraiment de transformer ce choc en force motrice pour faire évoluer la société et la loi et ainsi faire reculer les violences concrètes. Et vos derniers propos le montrent, comme quoi il ne faut pas s'arrêter, comme quoi il n'y a aucune autre institution qui fait ce travail que vous avez fait d'écoute. Et au-delà du travail d'écoute, il faut des préconisations. Donc vraiment, vous avez déjà commencé à en parler, mais dites-nous comment on peut, nous, en tant que parlementaires, au mieux agir à vos côtés. Si vous avez déjà des pistes. Peut-être que ça déflorera les recommandations que vous allez faire, mais voilà. Ensuite, dans vos conclusions intermédiaires, vous préconisez de rendre effectives les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Alors, au sein de la délégation, nous sommes mobilisés sur ce sujet et sur le manque d'efficience. Il n'y a pas, en fait. Il y en a très peu. Je crois que c'est 15% lycée, école et 20% collège d'heures qui sont effectués. Pour votre information, nous avons Annick Billon, qui était présidente de la délégation droits des femmes, hier, et moi-même, interpellé le ministre de l'Éducation Attal sur ce sujet, et nous avons été pour le moins déçus et en fait inquiètes de son positionnement sur ce sujet. Donc j'aimerais bien que vous confirmiez, il y a eu peu d'avances concrètes, quel est votre avis et l'intérêt de ces 3 heures. Et puis plus largement, au sein du milieu scolaire, que préconiseriez-vous pour rendre cet environnement plus à même de détecter les situations de violence et y répondre de façon efficace? Merci. Laure Darcos. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Juge, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on vous entend, en effet, comme vient de le dire Marie-Pierre Monnier. Et merci pour votre action et on sera à vos côtés. Je vais rebondir tout de suite sur ce que vient de dire Marie-Pierre. Justement, je voulais aussi vous parler du milieu scolaire. Je vais prendre 2 exemples, mais concernant le milieu scolaire, un exemple précis. On se rend compte quand même, en effet, nos encadrants scolaires ont du mal encore à voir l'urgence de répondre. J'ai une école dans le sud Essonne et un petit garçon en CP, depuis le début de l'année, fait des fellations à ses petits camarades, à 5 ans. La direction ne voit que l'aspect harcèlement, en fait, vis-à-vis de ses victimes. Moi, ma réaction, quand une élue m'en a parlé, c'était tout de suite de dire « Ce petit garçon de 5 ans ne peut pas faire des fellations si lui-même ne subit pas des violences, et sûrement dans le milieu familial. » Donc on se rend compte quand même qu'il y a une sensibilisation encore à trouver, à faire, dès le plus jeune âge, à l'école. Et on en parlait avant que vous arriviez, on en a parlé au ministre Attal. Bien évidemment, on ne peut pas parler de sexualité tout le long de son cursus scolaire de la même façon en étant adolescent que petit. Et donc, elle a 5 ans, c'est le respect du corps. Mais vous voyez, là, je trouve qu'il y a un décalage complet entre voilà, cette inquiétude énorme. Et autre cas, alors je sors du milieu scolaire, qui m'inquiète aussi beaucoup, c'est, et vous en avez souvent parlé, monsieur le juge, en cas de séparation pour violence conjugale, violence physique et souvent viol, quand on continue à avoir la garde, alors je mets des bémols parce que
moi, j'étais souvent sollicitée par des papas qui souhaiteraient qu'on puisse continuer à proposer la garde alternée. Et aujourd'hui, on caricature souvent des séparations qui se sont mal passées en disant mari violent, donc forcément père violent. Donc là-dessus, on a peut-être à dire une petite différence, mais c'est vrai que j'essaie toujours de faire la différence. Et j'ai le cas d'une maman qui me dit, voilà, ma fille de 10 ans devait continuer à aller voir son père tous les 15 jours. Bien évidemment, depuis 6 mois, elle ne veut plus, elle ne parle pas, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Eh bien, le procureur a souhaité en fait la placer à l'ASE. Et en fait, moi, quand je suis retournée, parce que je suis aussi conseillère départementale, auprès des services concernés dans mon département, ils me disent oui, malheureusement, la justice, souvent, par facilité, en cas de conflit entre les deux parents, parce qu'ils ne savent pas si en effet la mère n'est pas en train de remonter les enfants contre le père et finalement lui fasse porter le conflit, ben, le mieux c'est finalement sortir, extraire l'enfant du milieu familial parce que finalement on ne tranche pas entre les deux. C'est aberrant parce qu'en fait la mère c'est double peine en fait, elle alerte sur le fait qu'elle a peut-être d'abord déjà elle-même est victime et elle voit que sa fille est en danger et donc on va lui retirer la garde de son enfant. Et du coup je suis retournée vers cette mère en disant essayez de continuer d'être dans la médiation avec votre ex-mari, parce que sinon vous risquez en effet, si vous allez plus loin avec les services sociaux, qu'on vous retire la garde de votre enfant. Annick Billon. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, cher Édouard, d'avoir accepté l'invitation de notre Présidente et de la délégation aux droits des femmes, puisque la délégation a été assez renouvelée et je pense que c'est la première fois aussi que certains de nos collègues vous entendent. Et pour nous qui sommes habitués, c'est toujours avec beaucoup d'attention, presque d'un recueillement qu'on vous écoute avec beaucoup aussi d'inquiétude parce que depuis toutes ces années où vous travaillez sur le sujet, j'imagine que lorsqu'on est confronté à ces témoignages, eh bien, on absorbe beaucoup de douleurs, et on les vit soi-même physiquement et moralement. Donc vous remerciez aussi, puisque vous avez eu des mots très aimables à mon égard en début d'intervention, vous remerciez ici aussi, puisque depuis 9 ans que je suis dans cette délégation et pendant 6 ans à la présidence, je dois vous dire que vos travaux, et j'y associe Ernestine Ronnet, ont nourri mon engagement, ma détermination à porter des sujets et ont été d'une aide précieuse. Je voudrais bien entendu vous dire que sur la Civise, on le disait juste avant que vous n'arriviez, évidemment je ferai tout ce qui est en ma possibilité avec la délégation pour pouvoir maintenir cette structure, parce que c'est un espace d'écoute comme il n'y a jamais eu et comme nous avons besoin. Je voudrais vous poser une première question par rapport à cet espace d'écoute. C'est que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors de sa création, la Civise a été initiée par le ministre Adrien Taquet. Estimez-vous, en fait, c'est une question peut-être un petit peu impertinente, estimez-vous que le changement de ministre et les propositions que vous avez pu faire à la fois en termes d'autorité parentale, à la fois en termes de signalement dans vos différents points d'étape, est-ce que vous estimez que ces positions de la Civise peuvent être à l'origine d'une volonté, puisque pour avoir eu des échanges avec des ministères, je sais que certaines de vos propositions n'étaient pas toutes portées acceptées ou partagées au sein du gouvernement. Donc c'est ma première question. Ensuite, il y a un argument quand même. Vous avez eu l'honnêteté de nous dire qu'il y avait un budget de 4 millions d'euros pour 2 ans. Donc ces 4 millions d'euros sont à moitié consommés. Grosso modo, vous n'êtes pas expert comptable, moi non plus, donc on vous fait grâce de la précision des chiffres. Donc à partir du moment
je pense que c'est un argument fort. À partir du moment où vous n'avez consommé que la moitié, sur 2 ans approximativement, on peut imaginer, s'il n'y a pas de blocage politique sur la Civise, ça revient à ma question précédente, on peut imaginer qu'on peut poursuivre la mission, puisque les crédits n'ont pas été totalement consommés et que finalement, là où on avait imaginé 4 millions, avec 2 millions, vous avez déjà fait un travail colossal et nous en sommes tous persuadés autour de la table. Donc, signalement et puis autorité parentale, puisque notre collègue Laure Darcos citait un exemple à l'instant, où effectivement la difficulté du signalement, la difficulté de prendre des décisions lorsqu'on est juge, lorsqu'on est en possibilité d'agir par rapport à cette autorité parentale et par rapport à l'image magnifique, on va dire assez romanesque et poétique qu'on se fait tous de la famille, où ce serait le cocon qui préserverait. Donc il y a cette image qui ressort dans les décisions probablement. Vous dire, pour finir, que moi je suis consciente véritablement du travail qui a été fait. Je regrette que vous n'ayez pas pu faire plus, mais vous ne pouvez pas physiquement et voilà, parce que c'est toute cette absorption de la douleur est quand même physiquement et dans le temps. Donc qu'il n'y ait pas eu plus de réunions. Et vous dire que oui, vous avez aidé, vous avez cité des témoignages, ça a sauvé des vies d'adultes, des vies d'enfants, des vies de famille. Et pour ma part, je suis en contact depuis de nombreux mois avec une personne qui a eu la chance de vous rencontrer. Et là, on se rend compte que cet espace d'écoute, on ne l'a pas. Ces qualités d'écoute, on ne l'a pas, que ce soit à la justice, où on ne l'a pas toujours. Je ne voudrais pas être non plus caricatural. On n'a pas des personnes en capacité d'entendre, d'écouter, d'agir et d'apporter les bonnes réponses. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez ces qualités. Donc, véritablement, moi, cette personne, elle savait que j'étais en contact avec vous depuis de nombreux mois. Elle était venue vers moi. Elle a eu la chance de vous rencontrer. C'est une bouée de sauvetage de vous rencontrer. La Civise, et je dis à travers vous, Monsieur le Président, toute la Civise. Pourquoi ? Parce que 3 enfants, une affaire évidemment sordide, l'aîné avec un anus déchiré, les premiers témoignages de la pédiatre qui constate et qui fait un signalement, sauf que le premier expert qui voit, finalement, son expertise est contredite. Et là, la question de cette femme, c'est de se demander comment elle va réussir à protéger ses enfants dans la mesure où les décisions d'éloignement ne peuvent plus être finalement... On revient dessus et elle se dit, est-ce que ma seule solution, c'est de partir à l'étranger avec mes enfants? Et là, on se dit, comment est-ce possible, nous qui mettons tellement d'énergie, tellement d'argent, à la fois dans la justice, parfois pas assez dans l'éducation, forcément, lorsqu'on parle pornographie, aussi. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on met de l'argent et c'est pas efficace. On doit se poser des questions pourquoi. À un moment, balance coût-bénéfice, vous avez dit presque 10 milliards d'euros. Quand va-t-on prendre en compte le coût des violences faites aux femmes, le coût des violences faites aux enfants? La prévention coûtera beaucoup moins cher que la réparation ou que tenter d'accompagner ces victimes ce qui nécessite des moyens colossaux. Donc voilà ces questions. Et puis bien entendu, je rejoins la question de ma collègue Marie-Pierre. Comment peut-on vous aider? Je sais que la présidente a imaginé vous soumettre un projet et je la laisserai bien entendu vous en faire part. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Civise, et plaisir de vous retrouver ce matin. Merci à vous pour tout votre travail et votre engagement et votre détermination. Je vous propose peut-être de répondre déjà à ces 3 questions, enfin ces 3 interpellations avec plusieurs questions, et ensuite donc nous aurons Colombe Brossel, Marc Laménie et Marie Mercier. Mais première étape. Merci, mesdames les sénatrices, de vos propos et de vos questions très importantes qui m'invitent pour apporter des éléments de réponse pour certaines questions différentes les unes des autres.
avoir un propos liminaire. Tous les humains ont été des enfants, et pourtant l'une des choses les plus difficiles pour les adultes, c'est d'avoir de l'empathie pour les enfants, de se représenter ce que c'est que d'être un enfant. Et nous appelons enfant un être humain qui n'a pas encore 18 ans. Et nous avons oublié, alors que c'est la seule expérience universelle. Un enfant a ce que nous appelons des besoins fondamentaux. Tous les enfants qui naissent à Paris, les enfants qui naissent ailleurs en France, les enfants qui naissent ailleurs sur la planète, les enfants qui naissent aujourd'hui, les enfants qui sont nés il y a 638 ans, tous les enfants ont les mêmes besoins fondamentaux. Et le premier de tous ces besoins est le besoin de sécurité. De sécurité, évidemment, la violence et la violence sexuelle est la négation de la totalité des besoins des enfants, cela va de soi. Le besoin de sécurité, c'est la sécurité physique et psychique par la continuité relationnelle et affective avec une personne qui répond aux signes de détresse d'un enfant. Je suis dans mon berceau, j'ai faim, je pleure. Je suis dans mon berceau, il y a un bruit dans la rue qui me réveille, j'ai peur, je pleure. J'émets un signe d'appel pour répondre à une situation de stress. Va-t-on répondre à l'appel? Qui va répondre à l'appel et comment? De la façon dont une ou des personnes répondent aux appels de sécurité d'un bébé, c'est tout le rapport au monde qui se construit pour la vie entière, qui va conduire à développer ce qu'on appelle un attachement sécure, un attachement insécure. Et je ne suis pas psychologue ou psychiatre, je ne vais pas faire une présentation de l'attachement, vous connaissez aussi bien, sinon mieux, tout cela que moi. Cela détermine non seulement le bien-être de l'enfant dans l'enfance, mais son développement. Ceci posé, le droit de la famille est devenu un champ de ruines qui ne prend plus du tout en compte le réel. Qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant? Madame la Présidente, puis-je vous demander de faire cet exercice avec vos collègues? Que chacun dise, pour sa part, ce qu'est l'intérêt de l'enfant. Et nous aurons autant de réponses que de personnes présentes dans cette salle. Nous appelons intérêt de l'enfant ce que nous estimons être bien. Nous, personnellement. Et maintenant, vous me connaissez un peu, donc vous imaginez ce que je pense être l'intérêt de l'enfant. Mais l'intérêt de l'enfant est aussi réel que cette table. Et si je vous disais que ce sur quoi je pose mes deux mains s'appelle une automobile, vous me diriez
que je suis fatigué ou que je ne vais pas bien. Eh bien, pour les enfants, nous faisons la même chose. Nous prenons des décisions qui n'ont aucun rapport avec la réalité de la table, avec l'intérêt de l'enfant. Et moi, mon grand rêve, c'est que le droit de la famille ne soit plus un champ de ruines, et cela est entre vos mains. C'est vrai pour l'inceste. Et évidemment, je ne mets pas les choses de façon équivalente. C'est vrai pour la résidence alternée. Il faut s'organiser en fonction des besoins fondamentaux des enfants. C'est comme ça. Bien sûr que ça nous limite. Oui, ça nous limite. Mais c'est comme ça. Qui voulons-nous protéger ? Deuxième élément préalable, il faut prendre en compte ce que j'appelle les 4 registres de la parenté. Or, nous les humains, nous avons tendance à les confondre comme s'ils ne faisaient qu'un. Ces 4 registres de la parenté sont la filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Nous avons tendance à penser que dès lors qu'il y a la filiation, il faut qu'il y ait l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Mais ce sont 4 registres distincts. On oblige des enfants à aller en prison, voir leur père qui a tué leur mère sous leurs yeux à coups de couteau, en disant « mais c'est son père ». On dit même « mais elle a besoin de voir son père ». Non. Un enfant a besoin de dormir sans faire des cauchemars traumatiques. Un enfant a besoin de pouvoir faire des lignes d'écriture à l'école, la langue entre les dents pour faire les boucles des L. Un enfant a besoin de jouer sans être dans la répétition des jeux traumatiques. Un enfant a besoin d'apprendre et de grandir. Et nous permettons aux agresseurs de continuer à coloniser leur nuit et leur jour. Parce que nous pouvons tout concevoir. Nous pouvons penser qu'il faut mettre des êtres humains en prison. Nous pouvons concevoir qu'il faut mettre des êtres humains en prison avant même qu'ils ne soient jugés. Mais toucher à l'autorité parentale, ça non. Ça nous est insupportable. Alors, ces enfants ne dorment pas. Et moi, je vois dans ma vie de juge des enfants 20 ans dans les tribunaux. Il a fallu que je comprenne que je ne pouvais pas obliger physiquement un enfant, qu'on ne pouvait pas le prendre par les bras, le tirer de la voiture pour le mettre dans une salle de visite médiatisée, que c'était aussi irréel que de dire que ceci s'appelle une automobile. Mais nous le faisons. Nous disons, il faut reconstruire le lien. Il y a des raisons légitimes pour qu'un enfant refuse de voir l'un de ses parents. Et ces raisons sont principalement l'alliance et le détachement. Mais nous avons oublié qui nous étions quand nous étions hauts comme 3 pommes à genoux. Nous avons oublié nos émotions d'enfants.
Qu'est-ce que c'est l'alliance? Eh bien, quand un enfant, et même un ado, a ses parents qui se séparent, mais les enfants souffrent, même s'ils disent « génial, mes parents divorcent ». Et pour apaiser cette souffrance de la séparation, il est possible que les enfants fassent alliance avec l'un de leurs parents. Je voudrais moins souffrir. Je veux, même à 15 ans, hein, je veux rester. Alors, est-ce que les enfants disent ça comme ça? Je veux rester avec ma figure d'attachement principale. En général, les enfants disent avec ma mère. Parce que c'est comme ça. Pour les humains, la figure d'attachement principale, le plus souvent, c'est la mère. Pas toujours, mais le plus souvent, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est provisoire, c'est réversible. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut accepter l'idée qu'un enfant dise « je veux moins souffrir ». Je veux rester avec ma figure de sécurité principale. Pourquoi est-ce que ça nous heurte tant? Et l'autre raison, c'est le détachement. J'ai peur de celui qui me viole. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre? Le placement, moi, vous voyez, c'est ma vie de juge des enfants, et puis c'est même précisément ma dernière audience avant d'aller rejoindre la Civise. C'est une situation comme ça. Les juges le décident et les services éducatifs le demandent aux juges. Il faut mettre l'enfant en terrain neutre. Il faut placer l'enfant en lieu neutre. Moi, je m'entends dire au service éducatif, il y a deux possibilités. Soit la mère a raison, et le père viole son fils, soit le père a raison, et la mère veut l'anéantir en tant que père. Si la mère a raison, le placement est une mauvaise solution. Si le père a raison, le placement est une mauvaise solution. Ce n'est pas parce qu'une décision est intermédiaire qu'elle est bonne. Et permettez-moi de le dire, puisque je vais y venir aussi, la neutralité, c'est ce que j'appelle une bonne planque. Je pourrais tout à fait vous dire que la position neutre, c'est la mienne. Je vous donne des chiffres. J'ai une expérience. Mon propos est, je l'espère, construit. Je peux décider que moi, je suis la position neutre. Et que toute position qui s'écarte de la mienne est une position non neutre, militante. La neutralité, c'est une bonne planque. Lorsque vous êtes devant une femme victime de violence conjugale, devant un enfant victime de violence, devant une personne victime de vol, si vous dites « je suis neutre », ça a des conséquences. Si vous dites à un enfant qui vous dit, après la séance d'éducation à la sexualité, après avoir vu la campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles faites aux enfants, si un enfant vous dit « moi aussi, c'est ce qui m'arrive, je ne veux pas retourner à la maison », soit vous dites « je prends ta parole au sérieux, je te protège », soit vous dites « je vais voir, je vais réfléchir, c'est compliqué, je dois rester neutre ». Mais ce n'est pas neutre. Il n'y a pas de position neutre. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles, sans doute, la Civise est peut-être menacée. Parce qu'elle a ce que j'appelle une doctrine. Parce que je pense
si vous n'avez pas de doctrine, mesdames et messieurs les parlementaires, on pourrait vous faire voter n'importe quoi. Penser, c'est avoir une appréhension de la réalité. Et la Civise a une doctrine. Et cette doctrine est, si on ne protège pas les enfants qui révèlent des violences, les conséquences sur la santé sont décuplées. Et si vous me donnez une heure de plus, je développe l'avis du 21 septembre 2023. Les conséquences sont visibles, directes, immédiates. Cette doctrine est, si l'on n'organise pas un contrôle social des agresseurs, ils continueront à violer des enfants tant qu'ils en auront l'impunité. Et c'est pour cela qu'il faut maintenir la Civise telle qu'elle est. Parce qu'elle est dépositaire d'une confiance, qu'elle a une doctrine, qu'en écoutant les adultes, elle fait voir le visage des enfants. Et que pour ma part, je souhaiterais non seulement que la Civise soit maintenue, mais qu'on me permette d'y rester aussi pour y maintenir mon engagement, qui m'apporte beaucoup plus de joie et d'édification que de souffrance. Et tant qu'on ne fera pas des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, on ne changera rien. Et chaque action de prévention est une action de repérage. Et permettez-moi, puis-je faire un petit clin d'œil aux honorables parlementaires que vous êtes à cette heure de notre entretien. Puis-je, Madame la Présidente, et pardonnez-moi par avance, mais je me l'autorise, aux plus conservateurs d'entre vous, je voudrais dire que l'école publique a toujours été conçue avec des missions d'éducation, d'instruction et d'éducation. Mais si j'avais du temps, je parlerais des besoins fondamentaux de l'enfant, du besoin de sécurité, et je conclurai en disant que les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle doivent être organisées dans le respect des besoins de l'enfant et de son développement. On ne dit pas la même chose à un enfant de 3 ans et à des adolescents de 16 ans. Bien sûr, c'est une question de doctrine, là encore. Il faut non seulement les mettre en œuvre et être sûr de ce qui se dit. Or, institutionnellement et politiquement, j'ai appris ça avec la Civise, nous raisonnons toujours en termes de dispositifs et pas de doctrine. On fait des dispositifs, on vote des dispositifs, on donne de l'argent à des dispositifs, on dit on a fait un dispositif sans jamais pouvoir dire la doctrine des professionnels qui font vivre ce dispositif ou qui l'incarnent. Et si vous me disiez que la vigueur avec laquelle je vous expose ma doctrine est un signe de loyauté et d'honnêteté, j'en serais honoré. Pardon, je vais donc passer la parole à Colombe Brossel, puis Marc Laménie, Marie Mercier et Olivia Richard. Je vous demanderai d'être brève et malheureusement, je vous demanderai également d'être bref dans vos réponses. Non, mais c'est simplement parce que je sais que la séance reprend à 11h et donc voilà, il nous faut malheureusement, parce qu'on vous garderait bien toute la journée, il n'y a aucun problème. Nous avons encore énormément de questions à vous poser, mais nous vous ferons revenir, je pense. En tout cas, nos collègues comprennent pourquoi on vous fait venir régulièrement. Colombe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Juge. Je fais partie de ces sénateurs et sénatrices qui vous ont lu, qui vous ont entendu, mais qui vous entendent
en direct pour la première fois, si je peux dire ça ainsi. Merci pour ce que vous dites, même s'il est un peu étrange de remercier quelqu'un qui vous met un uppercut dans le ventre. Mais merci de venir le faire et de le porter. Si j'avais eu le moindre doute, je n'en avais pas en entrant dans la salle. Je serais persuadée, après vous avoir écouté, que l'action de la Civis doit continuer et que cette action est en effet une action de bien public. Voilà. Et que finalement, c'est peut-être ça que nous construisons ensemble lorsque nous sommes réunis comme parlementaires, c'est le bien public. Vous décrivez un système, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, un système, la dimension systémique du déni est vraiment au cœur de ce que vous décrivez. Et c'est vrai que ça donne envie d'être au 20 novembre pour voir quelles seront vos propositions, parce que c'est, j'imagine, à partir de ces propositions que vous proposerez aux uns et aux autres d'arriver à attaquer la dimension systémique qui n'est pas... merci pour ces paroles, c'est très personnel, mais ce ne sont pas des dispositifs les uns à côté des autres, et c'est bien arrivé justement à casser cette dimension systémique, et c'est certainement à partir de ces propositions que nous pourrons les uns, les autres, les unes, les autres, ici et ailleurs, voir comment accompagner finalement les propositions que vous porterez de façon opérationnelle. En tout cas, je crois que vous l'aurez compris, nous y sommes résolus. Donc on va attendre le 20 novembre, même si vous avez déjà commencé à dévoiler quelques pistes de travail, que ce soit sur le droit de la famille, la question du psychotrauma, évidemment les questions éducatives qui nous importent beaucoup aux uns et aux autres. J'avais deux questions complémentaires en attendant le 20 novembre. Vous allez présenter les conclusions de vos travaux. Est-ce que vous envisagez d'aller présenter les conclusions de ces travaux également dans l'ensemble des territoires, comme vous avez organisé des réunions de la Civis en termes d'écoute de la parole? Je crois que si nous voulons, si vous voulez, je me permets de dire nous, faire en sorte que ces préconisations, ces propositions, elles soient portées par une communauté d'adultes bienveillants la plus large possible. Il faut que cette parole et ces propositions, elles soient portées. Mais je vous vois opiner du chef, donc j'imagine que la réponse est oui. Et puis une question, pardon si vous l'avez déjà abordée, chers collègues, dans des travaux précédents, mais pour ma part avancer, est-ce que vous identifiez d'autres pays dans lesquels, justement, cette question systémique du déni aurait été travaillée de façon plus efficace que celle que vous décrivez sur le constat de la situation en France? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci sincèrement, Monsieur le Juge, Monsieur le Président, pour, je dirais, l'engagement avec beaucoup de cœur, d'émotion partagée, parce que je crois que là aussi, vous avez soulevé vraiment des problèmes de société qu'on ne mesure toujours pas, parce que malheureusement on est souvent sans moyens, et puis quand on en parle localement sur nos départements respectifs, nos territoires, métropole, outre-mer, puisque je dirais au niveau de votre commission la Civis, vous avez une mission aussi interministériel, puisque je dirais, vous avez cité plusieurs ministères, éducation nationale, justice, ministère de l'Intérieur, les préfectures, sous-préfectures, mais aussi le lien avec les collectivités territoriales. Alors nous, c'est vrai que vous avez même mis des mots forts avec beaucoup franchement d'émotions que nous vraiment sincèrement partagez, et vous remercions vraiment, parce que, et Annick parlait une question que je me permets de poser, comment peut-on vous aider? Parce que je pense que là il y a le travail de la prévention, et c'est vrai que on a examiné en commission des finances
c'était hier, le budget de l'éducation nationale, qui est quand même le premier budget de l'État. Et on s'aperçoit que, je dirais, on manque de personnel de santé ou de prévention ou autre. Et c'est là qu'on voit que beaucoup reste à faire et on ne sait pas comment faire. Et il y a des associations, il y a bonjour, dans les Ardennes, on a un peu la CIDF qui font des choses, il y a des associations. Mais comment aider, comment sensibiliser? Puis nos forces de sécurité intérieure font ce qu'ils peuvent. Et puis on manque malheureusement de moyens humains. Il y a le volet financier, certes, mais tout repose sur les moyens humains et puis sur les bons interlocuteurs. Alors voilà, un peu comment peut-on vous aider? Puis merci sincèrement. Marie Mercier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Juge, merci. Que dire d'autre sans avoir juste envie de pleurer, de trembler? Quand j'ai commencé mon travail sur les violences sexuelles sur mineurs, je l'ai présenté à mon groupe. Il y avait Laure, il y avait Marc. On m'avait donné 10 minutes, ça en a duré plus de 30, dans un silence très pesant, où enfin on mettait des mots durs sur des gestes violents, où enfin on expliquait. Et ensuite j'ai eu beaucoup de confessions, si je puis dire, où des messieurs un peu vieux sont venus me dire « je comprends enfin ce qu'on m'a fait ». C'était à mes collègues. Ensuite, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait le tour du département, toutes les communautés de communes où je suis allée expliquer ce que c'était qu'une violence sexuelle. Il faut oser le dire. Et là, on est entendu. J'ai expliqué comment on repérait un changement de comportement chez un petit enfant, comment un enfant qui était victime devenait un enfant auteur, forcément. Et ce que c'était que d'être une victime et d'être gâché à vie, parce qu'un petit enfant, c'est pas un petit adulte, c'est un adulte en construction. L'enfance doit être sanctuarisée, l'école doit être sanctuarisée. L'enfant, par définition, il n'a besoin que de protection. Alors je racontais que quand on couche nos petits-enfants, on leur raconte toujours une histoire. Il était une fois. Parce que les petits-enfants ont besoin de rêver. Mais nous, c'est il était une fois, sans un S. Celle de protéger les enfants, alors je n'ai que des pourquoi, monsieur le juge. Pourquoi il faut tant d'énergie pour sauver les plus vulnérables d'entre nous? Pourquoi, depuis une loi a été votée il y a 2 ans, pourquoi on n'arrive pas à protéger les enfants des films pornographiques qui sont de plus en plus violents? La justice elle-même nomme un médiateur. On ne peut même plus avoir confiance dans l'application de cette loi. Nous prenons des dispositifs, ils ne sont pas évalués. Ils ne sont pas jamais évalués. Alors ma réponse, c'est celle-ci. C'est que quand on parle des mineurs, dans l'imaginaire collectif, ça reste mineur. Que le respect n'existe pas et qu'on n'avancera que quand on aura fait des mineurs une cause majeure. Tout est dit quand on a dit ça. Alors ma seule question, monsieur le juge, c'est peut-être comment vous allez, parce que moi j'avais, entre guillemets, mis loin dans mon cerveau toutes ces histoires, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais écouté auprès des gendarmes quand je leur disais « vous surveillez des sites pédocriminels toute la journée ». Mais comment vous faites? Et une gendarme un jour m'a dit « Madame, si j'en sauve une ». Et ça m'avait donné du courage pour aller aussi expliquer. Puis à un moment, eh bien oui, j'avais envie de renoncer parce que je me disais « tu dépenses tellement d'énergie et tu n'arrives à rien ». Donc on a besoin de vous. On a besoin que vous nous donniez aussi à nous la force de dire tout ça, de continuer de le répandre. Vous nous direz comment il faut faire pour que la Civis continue et sous quelle forme, parce que moi c'est ce qui me gêne aussi, parce que le ministère de la Santé qui est votre adresse, comment ils envisagent la suite? Et ma question fondamentale, monsieur le juge, c'est doit-on inscrire l'inceste dans la Constitution? Et Olivia Richard. Pardon, merci Madame la Présidente. Je fais partie de ces nouvelles élues. Je suis bouleversée par tous ces témoignages. J'ai dû prendre en note ce que vous disiez pour faire comme un écran avec ce que vous décriviez. Bon, la fatigue aidant, ça n'aide pas. Je suis sénatrice des Français établis hors de France. Il y a des populations
encore plus éloignées que les Outre-mer, car évidemment, lorsqu'on subit des violences au sein d'une famille française à l'étranger, il y a des moyens de coercition très simples, comme prendre les passeports. Et ça interdit, c'est créer une prison loin de tout et loin de tout système d'aide qui pourrait être mis en place. On ne parle pas des manques de moyens dans les consulats, ni du manque d'absence totale de formation du personnel qui pourrait être un recours. Chacun fait ce qu'il peut. Il y a des systèmes associatifs et solidaires qui se mettent en place, mais bien sûr, c'est encore plus loin, c'est encore plus difficile. Mais j'ai été très frappée par votre propos au début où vous expliquiez qu'il n'y a pas de prise en charge adaptée dans les soins, et j'imagine pas davantage dans la réponse judiciaire. Et comment on peut encore en être là? Comment ça n'a pas avancé? Excusez-moi, deux petites minutes pour en rajouter. Je dois partir en séance, donc je vais vous abandonner. Non pas que ça ne m'intéresse pas. J'ai pris une très grosse claque ce matin. J'étais assistante sociale dans un département pendant 33 ans. Je suis jeune sénatrice depuis quelques semaines. Je m'aperçois qu'on ne fait jamais bien, qu'on est souvent à côté de la plaque, même quand on pense être dans ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Et moi, j'en reviens sur la formation à tout niveau. Alors, je vais parler des travailleurs sociaux, forcément, mais de tous ces gens qui gravitent autour des enfants. On a parlé des enseignants, mais on peut parler des animateurs. Voilà, il y a vraiment tout un panel de personnes qui gravitent autour des enfants et chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. On en est tous convaincus, c'est sûr. Et je voulais quand même aussi préciser que même si beaucoup de choses ne seront pas réglées, jamais réglées certainement, ou pas suffisamment, il y a quand même beaucoup de gens sur les terrains qui s'investissent, beaucoup d'associations, beaucoup d'intervenants sociaux ou non sociaux d'ailleurs, hein, et je voulais aussi qu'on leur fasse un petit clin d'œil, c'est important, et je reviens forcément sur l'information à tout crin. Voilà, merci. Je dirais information et formation. Monsieur le juge. Merci, mesdames les sénatrices, monsieur le sénateur, de vos propos et de vos questions. Je répondrai très rapidement. Merci, madame la sénatrice. Et juste, bien sûr, la formation, la Civise, j'en dirai dans un instant un peu plus en détail, la Civise, fidèle à l'idée qu'il faut une doctrine, a créé un outil de formation de tous les professionnels sur le repérage, avec des repères aussi concret, pratique, précis que possible. Comment s'entretenir avec un enfant? Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Comment s'entretenir avec un enfant en situation de handicap cognitif? Comment? Vous voyez, nous l'avons construit avec des experts. Quels sont les signes cliniques, le tableau clinique de l'enfant victime? Et ensuite, j'ai dit, mais il faut un plan de formation. Et on m'a dit, mais il est déjà diffusé. On m'a même produit des chiffres de diffusion antérieurs à la création de l'outil. Et moi, j'ai dit non, parce que je veux une doctrine. J'ai été professeur à l'École nationale de la magistrature. Je peux vous dire qu'un institut de formation, vous ne prendrez jamais en défaut. Faites-vous une formation sur ceci, sur cela? Tous vous diront, oui, la preuve. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est une question de doctrine. On raisonne en affichage de dispositifs, pas de doctrine. Je sais que c'est gênant de répéter toujours la même chose, mais je pense que c'est le seul chemin. Et vous avez raison, il y a des professionnels et des personnes lumineuses partout. Et je ne veux pas du tout laisser penser que rien n'existe de positif. Vous savez, nombreuses sont les victimes qui nous disent « mais oui ». La médecin Céline Gréco-Raphaël l'écrit dans le livre La démesure, en parlant de la CPE, qu'il a attendu un jour à la sortie de l'école, de la classe. Elle dit, à partir de cet instant, je suis devenue indestructible. Et nos témoins nous le disent, l'assistante sociale, l'avocat général à l'audience, la gendarme, le policier, quoi qu'il soit arrivé, même s'il y a eu un acquittement, elle m'a cru. Et c'est une lumière pour toujours, pour toute la vie. Le point fixe. Simplement,
il faut honorer l'engagement de tous ces professionnels. Il faut les soutenir et les valoriser. On peut créer des séances de dépistage à l'école, mais s'il n'y a pas de médecin scolaire, pas d'infirmière scolaire, pas d'assistante sociale scolaire, mais il n'y aura pas de séance de dépistage. Et le fait de ne pas payer pour avoir de la médecine scolaire coûte 10 milliards d'euros par an. Ce n'est pas qu'une question de moyens budgétaires, mais c'est aussi une question d'argent. C'est d'abord une question de doctrine qui est entre vos mains. C'est ce que j'appelle une législation plus impérative. Vous faites confiance à mon pouvoir souverain d'appréciation. J'en suis heureux. Mais je crois parfois que vous me faites trop confiance. Un bon exemple de législation impérative, c'est la loi sur les seuils d'âge pour les violences sexuelles, justement appelée loi Billon. Je veux rendre hommage à Annick Billon à nouveau. Il était déjà possible de dire que quand un adulte viole un enfant de 5 ans, il n'y a pas besoin de chercher s'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise. Ben, il a fallu l'écrire dans la loi. Il a fallu que, porté par Annick Billon, vous votiez cette loi qui dit que cette table est une table. Quand un adulte commet un acte sexuel sur un enfant, mais ça s'appelle un viol. Il n'y a pas besoin de demander à l'enfant si l'enfant a dit oui ou a dit non. Et il faut une législation impérative. Parce que tant que vous n'écrirez pas dans la loi que quand un parent est déclaré coupable d'inceste, l'autorité parentale est retirée automatiquement par l'effet de la loi, eh bien les pères incestueux continueront de garder l'autorité parentale. Alors vous direz, mais oui, mais on ne peut pas l'écrire parce que c'est l'autorité parentale quand même, c'est important. Vous allez dire, on ne peut pas l'écrire parce qu'il y a peut-être des cas où il faut pouvoir apprécier dans le dossier. Il y a des juges pour ça. Oui, c'est pour ça que je suis devenu juge. Mais la loi doit être le point fixe. Et quand 3% des violeurs d'enfants sont déclarés coupables, 97% ne le sont pas. Pour les 3% qui restent, c'est quand même que là, on peut dire qu'il y a eu des éléments dans le dossier, que la doctrine s'est matérialisée dans le dossier. En quoi ce serait contraire à un principe d'écrire dans le Code civil que la déclaration pénale de culpabilité a une conséquence civile, le retrait de l'autorité parentale? Mais en quoi ce serait contraire à un principe? Voilà ce qu'il faut écrire dans la Constitution. Aucun principe n'est contraire à la raison. Le retrait de l'autorité parentale n'est pas une peine. C'est la conséquence civile d'une décision pénale prononcée souverainement par une juridiction indépendante et impartiale au terme d'un procès contradictoire. Vous voyez pourquoi je parlais des bonnes planques et des principes? Avançons ou n'avançons pas. Mais il faut choisir qui on protège. C'est la loi, donc l'argent, le budget, mais d'abord la loi. Et entre les deux, dans l'ordre des priorités, eh bien oui, cette doctrine, il faut la donner aux professionnels, les outiller, parce qu'on leur envoie aussi des injonctions paradoxales. Ah ben les institutrices ou les assistantes sociales, les auxiliaires de puériculture, elles doivent signaler. Et après, elles n'ont plus d'informations. Elles sont tous les jours confrontées aux personnes qui viennent chercher l'enfant. Elles ne savent pas. On leur dit, ah mais non, mais on ne peut rien vous dire. On ne peut rien vous dire parce qu'on n'a pas le temps de vous le dire. Parce que vous ne pouvez pas savoir. On les met en danger. Ou alors, comme au médecin, on dit, mais vous devez signaler, mais peut-être que vous irez devant la commission disciplinaire. Mais sauf que ces professionnels, ils ont une vie, ils ont des enfants. Ils ne peuvent pas être au chômage.
Et ils se demandent pourquoi la société leur demande une chose et son contraire. Nous avons créé un outil de formation. Parce que la Civis veut être fidèle à son engagement. Les comparaisons internationales, oui, en Allemagne, il y a une commission. Il y a eu des travaux en Angleterre. La démarche des églises a conduit beaucoup d'États à s'inscrire dans une démarche similaire. Vous dire qu'il y a un pays qui a une législation qui peut être copiée-collée, non. La réalité est la même partout. Le déni est le même dans tous les pays. Les chiffres sont les mêmes. Et selon les pays, il y a des législations qui peuvent être instructives, inspirantes sur tel ou tel point. Notamment pour les soins spécialisés. Les soins spécialisés des troubles de stress post-traumatique existent. Ils ne sont pas dispensés. C'est exactement comme si je vous disais le soin d'une fracture du coude existe, du pied, et ils ne sont pas dispensés. On soigne autre chose, ou pas. Et ça coûte de l'argent pour les personnes. Hein. Moi, il y a des parents qui disent « Je ne peux plus payer les séances de soins spécialisés pour mon enfant. » Il y a des adultes qui disent « Mais moi, ça me fait énormément de bien, les soins spécialisés, le MDR, par exemple. » Et d'autres, hein, ça me fait beaucoup de bien. Mais j'ai une famille, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, tout le budget de la maison ne peut pas être pris pour moi. Donc j'arrête. Moi, je trouve que, vous voyez, vous parliez d'émotion, demandiez si j'allais bien, je vous le dis, je vais très bien. Mais ça je trouve que c'est une injustice dans l'injustice, consciente. Alors nous avons modélisé un parcours de soins spécialisés du psychotraumatisme. Parce que la Civis a une doctrine. Et que je sais ce que c'est que faire une politique publique. Si nous n'avions pas modélisé un parcours de soins spécialisés, eh bien, ça n'aurait pas enclenché le passage à la construction d'une politique publique. Nous avons dit 25 à 30 séances renouvelables. Séances d'évaluation, 3 à peu près. Séances de stabilisation, 10, 15. Séances centrées sur le trauma, autant. Et séances de reposement, de stabilisation à nouveau. Issues de l'expérience, issues de la pratique de pays étrangers comme les Barnahus en Islande. Il faut le faire. Alors, la présentation de la Civis dans les territoires, moi, je vais très bien. Et vous le savez évidemment, quand on travaille avec des enfants, mais on est dans la vie. Et moi, je le dis toujours, les enfants sont des gens sérieux, qui vivent leur vie sérieusement. Et quand on prend les enfants au sérieux, on grandit. Donc je grandis. Être juge des enfants, c'est dur, mais c'est extraordinaire. Et
Moi, quand je ne vais pas bien, je pense au visage d'enfants. Et je pense aux fois où j'ai croisé dans la rue des enfants qui sont devenus des jeunes, qui me disaient « Monsieur le juge, vous vous souvenez ?» Et donc, j'espère que dans quelques mois, je serai toujours à la Civise. Je vous dis les choses clairement. Et pour tout vous dire, je vous dis les choses aussi clairement que ça, j'ai du mal à comprendre que la Civise ne soit pas maintenue. Pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne vois pas le problème. Ça me paraît tellement une évidence. La Civise répond à une mission, nouvelle. Elle répond à un besoin auquel il n'était pas répondu jusqu'à présent. Elle ne prend la place de personne. Elle ne coûte pas cher. Où serait le problème? La doctrine? La manière de dire la doctrine? L'espace que ça occupe? Moi, je n'ai pas demandé, on m'a appelé. Et je souhaite pouvoir continuer. Personne n'est irremplaçable, évidemment. Personne. Mais pourquoi? Je vais bien. C'est un engagement. Il y a encore du travail à faire et des idées. J'en ai beaucoup, y compris le lien avec les territoires. Oui, évidemment, c'est très important. Structurer ça dans les territoires. Et nous avons commencé, bien sûr, il faut continuer. C'est une des propositions que j'ai faites institutionnellement pour continuer à Civise. Aller rechercher les bonnes pratiques, les mettre en valeur. Et puis avoir ce réseau. Mais moi, oui, je veux aller à Mayotte. Je veux aller... On dit, alors vous n'avez pas suffisamment parlé des Outre-mer. Je dis, ce n'est pas vrai. Et les Outre-mer, c'est une réalité qui est hétérogène aussi. Entre La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe, il y a les mêmes différences qu'entre La Réunion et l'Aube où je suis né, qu'entre Nantes et Toulouse. Enfin, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez? Mais bien sûr, ça va prendre du temps. Il faudra qu'on puisse aller dans tous les Outre-mer et dans toutes les villes où nous ne sommes pas allés. Alors, comment nous aider? Vous allez trouver. Moi, écoutez, vous savez, les victimes nous disent qu'il y a la prescription. La prescription, un des fondements de la prescription, c'est sanctionner la carence du plaignant. Un des fondements philosophiques et juridiques de la prescription, c'est sanctionner la faute du plaignant qui a attendu trop longtemps. Et les victimes nous disent, mais moi je suis allé au commissariat, puis je l'ai vu comme une porte qui m'est fermée au nez. Bien, fermer la Civise, ce serait exactement comme la prescription. Ce serait dire, écoutez, vous avez eu 3 ans, vous n'avez pas témoigné, tant pis pour vous. Une promesse dure 3 ans. Et deuxièmement, j'espère pouvoir continuer à vous dire à ma manière qu'il est possible d'avancer. Donc, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le voter aussi. En attendant que la loi soit votée, il faut que la Civise soit maintenue, telle qu'elle. C'est une institution originale, inédite, autonome, un peu souple. On nous dit parfois, c'est au Parlement d'évaluer les politiques publiques. Évidemment. Et je ne voudrais pas que la Civise avale le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce serait être très gourmand. Et elle a fort à faire. Mais à sa place, comme ce matin, participer à l'œuvre commune. C'est tout ce que nous voulons.
Eh bien, sur ce mot, il me reste à conclure. Il me semble qu'une des raisons de la poursuite de la Civise, en tout cas une des raisons pour lesquelles moi je propose effectivement que nous soutenions ce maintien, c'est que, on le sait, entre définir une politique publique et l'appliquer, la piloter, parce qu'en fait, on souffre souvent de manque de pilotage dans des politiques qui touchent énormément de sujets, puisqu'on l'a dit, il y a aussi bien l'éducation nationale que la justice, que les forces de sécurité intérieure. C'est réellement de l'interministériel. Or, chacun, y compris au sein d'un ministère, fonctionne en silo. Quand on voit sur la violence intrafamiliale, il y en a un qui s'occupe des pôles, rien que sur le ministère de la Justice, un qui va s'occuper des pôles, un qui va s'occuper de la victime, un qui va s'occuper des auteurs, et personne ne parle les uns avec les autres. Et donc, globalement, il y a zéro pilotage, même au sein d'un seul ministère. Or, on a besoin réellement de politiques pilotées de façon interministérielle. Et si on n'a pas une structure à côté qui est là pour le rappeler, pour aiguillonner, pour relancer, pour insister, eh bien, on sent que ça part. Et sans parler du fait que nous changeons régulièrement de ministre et donc il n'y a pas forcément de continuité dans une politique et dans la façon dont c'est mené en fonction des ministres qui peuvent changer. Donc si on n'a pas ces organismes parallèles, si on n'a pas le Parlement qui a effectivement une durée de vie plus longue que celle d'un ministre, pour pouvoir rappeler, et notamment le Sénat qui ne se renouvelle que par moitié, donc on est sûr d'avoir effectivement cette continuité. Je pense qu'on n'y arrivera pas et donc nous avons besoin sur ces sujets-là que vous puissiez continuer à le faire. Nous allons, comme nous devons conclure là, nous allons vous proposer un courrier sur lequel nous nous sommes mis d'accord. On va vous le proposer et ensuite, sur la base de ce que vous nous aurez éventuellement proposé comme modification, je l'enverrai à chacun et chacune d'entre nous pour que vous fassiez également vos remarques et afin que nous puissions l'envoyer au président de la République, co-signé de nous toutes et nous tous. Voilà. Donc, mes chers collègues, il me reste à vous remercier d'être restés jusqu'au bout. Je pense que cette audition le méritait amplement, mais merci beaucoup et vraiment merci de tout le travail que vous faites et soyez assurés du soutien de l'intégralité de nos membres. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur, et votre soutien si clair et réel, engagé, nous honore vraiment.